Bonsoir à tous, je viens vous parler de l'Electrolab à Nanterre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un hackerspace qui se veut travailler sur l'open hardware. Donc pas uniquement le hack software, mais également le hardware. Donc très rapidement, c'est une association loi 1901 qui a été créée en novembre 2010. Et donc l'idée est partie du fait que la plupart des hackerspaces en 2010 ne faisaient quasiment que du soft. Ce qu'on a voulu faire à l'Electrolab, c'est un endroit où on pouvait faire de la mécanique, de l'électronique, de la chimie, de l'optique, du hack software bien sûr. Et on s'est rendu compte que pour faire ça, il fallait un lieu qui soit adapté. Pour faire du hack info, vous avez besoin de 3 serveurs et de 2 laptops. Pour faire de l'électronique ou de la mécanique, il faut un vrai local avec un certain nombre d'équipements. Du coup, on a lancé en 2010 cette partie de l'Electrolab, qu'on appelle maintenant l'Electrolab V1, puisque c'était la première version. Et donc, on a construit des zones dédiées pour chaque domaine, que ce soit, donc, comme je disais, l'électronique ou la mécanique ou la physique. Alors, il faut savoir aussi qu'en 2010, en France, il n'y avait pas vraiment de Fab Lab, et quand on parlait de hacker ou de hackerspace, on était relativement mal vu, que ce soit par la communauté, que ce soit par la banque, que ce soit par l'assurance. Et donc, on a vraiment voulu faire un hackerspace qui soit dans les règles de l'art, qui respecte toutes les normes de sécurité, qui permette aux gens de venir bosser sur des projets un petit peu poussés, sans se mettre en danger. Et donc, on a vraiment essayé de pousser les projets open source qui existaient vers le haut. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont ingénieurs de métier, en électronique par exemple, qui vont se pencher sur les projets open source qui existent et essayer d'y apporter leur expertise, tout comme les personnes qui sont bonnes en mécanique vont participer au projet sur la mécanique, etc. Alors le lieu est fait pour les membres et par les membres, c'est-à-dire que le lieu devient ce que les gens veulent y faire. Par exemple, si les gens veulent faire du bois, eh bien, on va mettre en place une zone bois. Si les gens veulent mettre de la couture, on va mettre en place une zone couture. Et l'idée, c'est vraiment ça. On a récupéré un petit bout de local de 150 mètres carrés qui ressemblait absolument à rien, mais dans lequel on avait le droit de faire exactement ce qu'on veut. À savoir détruire des murs, en rajouter, poser l'électricité, faire les pièces comme on l'entend. C'était un très gros investissement en termes de temps et d'énergie, mais le lieu était à nous. On pouvait faire exactement ce qu'on voulait, comme on voulait. Personne n'avait à y redire. Voilà. Du coup, dans ce fameux Lab V1, on avait donc une belle zone mécanique que vous pouvez voir ici, avec des tours et des fraiseuses manuelles pour faire du métal. On avait également un petit atelier classique, comme ça. On avait 8 paillasses électroniques, tout équipées, donc mieux que dans certaines écoles. On avait des oscilloscopes, des analyseurs logiques, des fers à souder, des alimentations. Bref, tout ce qu'il faut pour faire du hack en open hardware sur de l'électronique. On avait également une grande zone conviviale pour refaire le monde, etc. Et une petite zone chimie qu'on a principalement utilisée. CB. Voilà. Et enfin, donc petit à petit, au bout de 3 ans, on avait monté une grande communauté avec plus de 120 membres de l'association, des dizaines de projets à travers toute la France et de nombreuses participations à des événements nationaux ou internationaux sur l'open hardware, sur le hack, sur l'électronique. Sauf que voilà, on s'est retrouvé à plus de 120 membres dans un petit local de 150 mètres carrés, c'était plus possible. Donc il y a exactement un an, on a décidé d'agrandir le local. On est retourné voir le propriétaire et on lui dit, au lieu de finir notre bail comme c'était prévu, on veut louer maintenant l'intégralité de l'étage. Du coup, on a conçu le Lab V2 tel que vous le voyez ici, en reprenant les zones qui marchaient bien de l'Electrolab, qui étaient la zone conviviale, la zone mécanique et la zone électronique. On les a juste agrandies. Et tout autour, on a ajouté des zones thématiques telles que impression 3D, ça va être salle blanche et salle grise. On a ajouté également une zone spéciale pour la découpe au laser. On a ajouté des salles de formation, etc. Donc l'idée de tout ça,
c'est de s'ouvrir à de plus vastes personnes, parce qu'on s'est rendu compte rapidement que notre association était un peu un garage pour barbus, et on était toujours entre les mêmes personnes, on voulait diversifier un peu ça. Comme je le disais, la communauté, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans un hackerspace, et on avait envie de faire grandir la nôtre le plus possible. Du coup, on a essayé, en plus d'améliorer le lieu et de le rendre plus propre et plus accessible, de s'ouvrir aux particuliers et aux jeunes enfants, ce qui impose donc d'être classé comme ce qu'on appelle un établissement recevant du public. Et là, le bouquin qui explique les normes de ce truc-là, il y en a un par cœur de métier et ils sont plutôt épais. Ensuite, on avait beaucoup de demandes de néophytes. On s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient et n'avaient pas de background technique. Et donc, ils se sentaient un petit peu exclus de la communauté, puisque ils ne comprenaient pas grand-chose aux discussions. Et donc, du coup, un des changements qu'on a voulu faire, c'était s'ouvrir justement à des personnes qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir faire des études techniques par le passé. Donc, on a mis en place des grandes salles de formation. Enfin, on s'est rendu compte que pas mal de nos membres, à force de discuter ensemble, de phosphorer ensemble, de mélanger dans une même pièce des profs à la retraite, des étudiants, des ingénieurs en électronique ou des contrôleurs des impôts, avaient des idées assez farfelues, mais certaines pouvaient donner lieu à des projets industriels derrière et donc à monter des entreprises. Du coup, on a également monté 3 box entreprises qui permettent d'accueillir des startups en cours de démarrage et qui voudraient démarrer leur projet open hardware à faible coût. Et enfin, comme on avait quand même une bonne bande de tarés à l'intérieur, on s'est dit qu'il fallait également faire des projets encore plus poussés. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la salle grise, la salle blanche, la biologie-chimie et la zone de traitement de surface. Ce sont que des exemples, bien sûr, le lieu est en perpétuelle évolution. Et donc, ça c'est la théorie. Ce qu'on voulait faire, c'est toujours plus de matériel inédit, qui est habitement réservé à une élite, que ce soit financière ou sociale. De nombreuses formations donc, dans tous les domaines, je le disais tout à l'heure, et puis de nombreux projets open source, sans délaisser notre communauté. Le grand problème qu'on a, c'est que si le lieu ne plaît plus à la communauté, il va dépérir. Donc il faut à la fois continuer d'accueillir des nouvelles personnes et maintenir la communauté active. Alors en pratique, la première surprise fut que le local était inondable, on ne le savait pas. Donc on a été inondé 8 fois en 2 mois. Et quand je dis inondé, c'est 10 cm d'eau sur 1500 mètres carrés, c'est pas la petite flaque à l'entrée. À la 8e fois, on en a eu marre, et on a donc sorti les gros moyens, et on a décidé de creuser une cuve de 4000 litres à l'entrée pour récupérer les eaux de pluie. Bon, c'était pas particulièrement passionnant, mais on a appris plein de trucs, et notamment à conduire une pelleteuse. Je vous invite à le faire, c'est assez marrant. Ensuite, le sol était complètement inutilisable, donc on a également poncé le béton au sol sur quasiment la totalité du surface. Et puis, on a modifié la structure interne du local, puisque le bail nous l'autorise. On a donc supprimé en tout plus de 160 mètres linéaires de murs en parpaing, et on en a reconstruit une bonne centaine également. Voilà. Donc les hackers ont également hacké leur bâtiment et jusqu'au béton, quoi. Ensuite, on voulait des machines toujours plus sympas et toujours plus grosses. Eh bien, ça passe par la maîtrise des opérations de récupération et le déplacement de grosses machines lourdes. Quand on récupère des machines qui font 3 ou 4 tonnes pour la partie mécanique, eh bien, il faut quelques outils pour les déplacer. L'idée de l'Electrolab, c'est aussi de maîtriser non seulement les projets, pour qu'ils soient en open source, mais également nos outils et nos moyens de production. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'acheter, par exemple, un laser cutter chinois à 6 000 €, qui sera une boîte noire, avec des drivers tout blottis sous Windows, avec des softliciels tout pourraves, avec des dongles pour la licence, eh bien, on va fabriquer nous-mêmes les machines ou hacker des machines existantes pour les fabriquer. Donc tout le parc machine de l'Electrolab provient soit de la ferraille, soit des poubelles d'entreprise, soit de dons de matériel en panne, et on passe entre 200 et 300 heures sur chaque machine pour les remettre en état. La dernière, par exemple, qui est en cours de remise en état, c'est un tour à commande Numéris, Moriseki de 82,
et quand on l'a allumé, on avait de la neige sur l'écran. Donc là, actuellement, on a une bande d'acharnés qui sont en train de dumper le contenu des EPROM pour extraire le code du Motorola qui tourne dessus et essayer de le décompiler pour voir pourquoi la machine ne démarche pas. Voilà, donc c'est assez marrant et en plus intéressant à faire. On a donc aussi mis en place toutes les sessions de formation, il y en a à peu près une par semaine. Donc là c'était microbiologie, la semaine prochaine ça va être cuisine moléculaire. On a eu également couture, réseau, initiation à l'usinage, formation Arduino, enfin bref, autant de domaines que de gens passionnés à l'Electrolab. Et enfin, dans les grandes nouvelles zones qu'on vit comme ça, on organise tous les mois un week-end entier d'ouverture pour que les gens puissent venir soit travailler sur leur projet, soit découvrir le lieu, soit faire des conférences ou des lightning talks ou ce genre de choses. Alors enfin, au niveau des entreprises, on accueille donc 2 startups qui, au lieu d'aller dans une pépinière d'entreprise et mettre en commun un standard téléphonique, une secrétaire et une photocopieuse, sont venus s'installer à l'Electrolab et profitent de l'ensemble des moyens que nous avons à disposition, mais également de la communauté. On a fait un gros travail de sélection sur les entreprises qui se sont installées pour qu'elles correspondent avec l'esprit du lieu et donc qu'elles soient membres de l'association et pas consommatrices. Et ça change vraiment tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Ricebox, qui est une des entreprises hébergées à Electrolab et qui fabrique des potagers d'intérieur en aquaponie connectés. Donc le principe, c'est que vous avez des poissons en bas que vous nourrissez et qui vont donc fertiliser l'eau, qui va ensuite être amenée aux plantes, etc., avec des éclairages en plein dans les fréquences qui vont bien pour que les plantes grandissent. Donc ça équivaut à 9 ou 10 mètres carrés de potager dans un jardin. Et grâce à l'aquaponie et grâce au système à LED, etc., plus à l'intelligence qui est embarquée dans le produit, vous allez avoir donc des plantes qui vont pousser très très vite. Et on a fait par exemple pousser des fraises en hiver, de la salade et des tas de trucs. Voilà. Donc ça c'est le genre d'entreprises qui sont installées chez nous. D'ailleurs j'en profite, il y a un 3e box disponible si vous connaissez des gens qui voudraient s'installer dans un lieu sympa comme ça. Voilà, et donc ça fait partie des projets qu'on a à l'Electrolab et que l'on soutient du mieux qu'on peut. Bien sûr, avoir des entreprises au sein de l'Electrolab nous permet également de leur glisser quelques bonnes valeurs qu'on aimerait bien retrouver dans nos entreprises à nous, telles que l'importance du logiciel libre, les dangers du cloud, l'importance de faire de l'open hardware, etc., etc. La 2e entreprise, c'est donc une boîte qui s'appelle Immersive Robotics et qui fait des robots de téléprésence que vous commandez via un Oculus Rift pour être en immersion 3D dans l'endroit où vous déplacez le robot. Il est surtout là pour de la téléprésence, de l'assistance à personnes handicapées ou âgées ou de la visite virtuelle de bâtiments. Voilà. Donc ces 2 entreprises sont là depuis janvier. Et donc Ricebox en est à une première série de 10 potagers qui vont être livrés incessamment sous peu. Et Immersive Robotics fait des démonstrations de son robot dans Paris où les futurs clients potentiels peuvent prendre à distance la main sur le robot et se balader dans Paris. Sympathique petite entreprise. Mais du coup, voilà, faire grandir le local, c'était extrêmement compliqué. On a donc 1500 mètres carrés à rénover, à habiliter et à concevoir, enfin à transformer en laboratoire, pour un budget qui est ridicule. Il faut savoir que le budget annuel de l'association, c'est moins de 30 000 euros. Donc quand on fait des travaux dans un grand local comme ça, c'est compliqué. On a eu des tas de nouvelles charges qui étaient prévisibles, comme la facture EDF qui a explosé, le loyer qui est relativement élevé, on va dire, et la nouvelle permanente qui ouvre le lab tous les jours en journée. Mais on a aussi eu des charges moins prévisibles et beaucoup moins drôles. Par exemple, comme on est une association et qu'on a des bureaux en Île-de-France, eh bien on paye la taxe sur les bureaux en Île-de-France, soit à peu près 2800 € par an pour rien. Si ces locaux avaient été utilisés par une entreprise, ils ne les auraient pas payés. Voilà, donc ça ce sont les petites blagues, bienvenue en France, merci tout ça. Ensuite les normes, je vous parle de l'ERP, ça parle pas forcément à tout le monde, mais on a des problèmes de ventilation,
de normes électriques, de systèmes d'évacuation, de systèmes de ventilation, de nombre de toilettes par rapport au nombre de personnes. On passe des soirées entières à lire les foutus papiers qui nous expliquent ce qu'on est censé faire dans ce local. Et on va avoir donc la visite des pompiers qui vont valider si oui ou non on a bien suivi toutes ces normes, sachant que rien que l'audit coûte 10 000 €. Voilà, juste pour qu'ils viennent. Au premier point qui leur plaît pas, ils s'en vont. Donc c'est extrêmement compliqué, et pour une petite assoce qui veut rester le plus possible indépendante, eh bien ce sont des vrais défis qui nous sont posés chaque jour. Alors la gestion, l'organisation d'un lieu comme ça, c'est extrêmement complexe. Déjà avec 150 mètres carrés, on comptait plutôt en mètres cubes, parce que le matériel s'ameçonnait. Les gens venaient avec toujours plein de projets, on ne savait pas où les mettre. Et donc là, vous imaginez 1500 mètres carrés, si on a 1500 mètres carrés de bordel, ça sert absolument à rien. Et bon, c'est donc un travail de tous les jours. Et puis, dans la communauté, alors, quand on était une petite centaine de barbus, on s'entendait très bien entre nous, il n'y avait pas de problème. Maintenant, il y a plein de gens complètement différents, qui ont des attentes différentes du lieu, qui ont des envies différentes, qui ont des projets différents. Alors, ça fait une richesse incroyable en termes d'échanges et en termes de projets, mais en termes de gestion de communauté, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis enfin, quand on a commencé à mettre en place les formations, eh bien, on avait plus de 90 élèves pour un formateur. Et donc, c'était extrêmement compliqué à mettre en place. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne voulait pas perdre l'esprit de l'Electrolab. On ne voulait pas perdre cette communauté qui marchait bien et qui plaisait tant. Par exemple, en amenant des entreprises, on risquait de tomber dans le côté corporate. En demandant des subventions, on risque de tomber dans le côté un peu bullshit. Enfin, ça devient compliqué de rester vraiment authentique par rapport à nos valeurs et ce qu'on essaye de défendre. Du coup, pour l'instant, l'Electrolab est entièrement autofinancé par ses membres et ne dispose donc d'aucune aide de quelque sorte que ce soit. Donc, comme je disais, la communauté, c'est vraiment la chose la plus importante dans un hackerspace ou dans un Fab Lab. On voit maintenant que Renault ou BNP ou ce genre de compagnie ont démarré leur Fab Lab. Eh bien, excusez-moi, mais mettre une imprimante 3D et 3 canapés dans une salle, ça vous fait pas un Fab Lab. Vous aurez beau avoir le plus beau bâtiment du monde et les meilleurs outils du monde, si vous n'avez pas la communauté, vous ne ferez rien. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas de communauté, eh ben, vous n'aurez aucun projet, vous n'aurez aucun PEPS dans votre local, et ça ne servira à rien. Ensuite, comme on dit Fab Lab, maintenant c'est un petit peu à la mode, donc on voit pousser des structures un peu bizarres qui sont des Fab Labs bien sûr, mais vont faire tous les dossiers de subventions pour récupérer le plus d'argent possible, pour payer des gens à rien faire et être sûr que les gens qui font vraiment des choses n'ont pas un copec. Donc ça c'est assez compliqué, du coup on doit assurer une présence médiatique, sauf qu'à la base, comme je vous le disais, on est plutôt technique et pas vraiment des gens communicants. Donc on fait énormément de travail là-dessus, mais c'est encore balbutiant et du coup on a du mal à occuper le devant de la scène quand par exemple un ministre ou je sais pas quoi parle d'innovation en France et parle de tiers-lieux. On voit 200 petits gars se précipiter pour récupérer un petit sou, un petit copec ou un peu de pub, mais nous derrière on n'a pas le temps et pas les moyens de faire ce genre de choses puisqu'on travaille la journée et qu'on est uniquement bénévole. Donc ça, c'est vraiment une des grosses difficultés qu'on rencontre en ce moment, c'est la visibilité, et c'est également pour ça qu'on vient sur le plus d'événements possibles, que ce soit nationaux ou internationaux. Pour ceux, par exemple, qui vont au CCC en Allemagne cet été, on tiendra la French Embassy et on vous invite tous à nous retrouver et venir boire un coup avec nous. Ensuite, au niveau des projets, alors je ne pourrais pas lister l'ensemble des projets qu'il y a eu au lab. Il y en a tout simplement trop. On pourrait citer, entre autres, la fabrication d'une cuve à ultravide pour faire des plasmas et tester des matériels qu'on aimerait peut-être un jour, éventuellement, envoyer dans l'espace.
Il y a des tas de projets en impression 3D. La machine qui est à droite là-bas, c'est une création full Electrolab. C'est donc l'Electrowrap. C'est l'imprimante 3D qu'on a voulu la plus industrielle possible, où justement des mécanos se sont pensés sur la structure, des électroniciens sur la partie élec et des softeux sur la partie hard, pour pousser la qualité et la fiabilité de la machine le plus loin possible. Donc elle sera bientôt en vente sous la forme de kit open source, clin d'œil, n'hésitez pas. Et enfin, oui, bon, plein de projets sur la conversion d'énergie à gauche, sur l'usinage de bride à droite pour la cuve ultra vide. Voilà, il y en a encore des centaines, ça va par la robotique, on a pas mal de drones qui volent autour de l'Electrolab le soir, on a pas mal de projets de petits robots à OmniWheels, on a plein de trucs, c'est vraiment un endroit super sympa. Même si vous n'avez pas de projet, je vous invite à venir voir un soir pour voir ce qu'on peut faire dans un lieu comme ceci. Et on voit pas très bien sur la photo, mais en haut à gauche, c'est un des projets fonderie de l'Electrolab. On a une équipe de personnes qui voulaient fabriquer des pièces en métal et qui du coup ont fabriqué des fours de fonderie pour fabriquer toutes leurs pièces. Il y a eu plusieurs itérations, des fours à gaz, des fours à huile de friture, des fours à mazout. Et donc maintenant, on est à même de fabriquer à peu près n'importe quelle pièce en métal. Et ça, c'est encore une chose qu'on met donc au service de l'open hardware. Bien sûr, tous les procédés et toutes les ressources sont en open source. Et voilà, si vous voulez faire de la fonderie, venez nous voir ou allez dans votre hackerspace local et baladez-vous sur notre wiki pour savoir comment nous on fait et éventuellement proposer des nouvelles solutions, participer au projet. Comme je le disais, la communauté avant tout, rejoignez-nous. Venez faire du hard un petit peu pour changer du soft, ou venez nous montrer comment on fait du soft, parce que nous, c'est pas forcément notre point le plus fort. Encore une fois, je vous invite à venir le plus possible à l'Electrolab ou à nous suivre sur les différents médias. Voilà. Je précise que nous sommes auto-hébergés, et donc allez-y doucement sur le site web, soyez sympas. Ce sont nos serveurs à nous dans le local. Voilà. Et pour finir cette présentation, je voudrais vous monter une toute petite vidéo qui est la vidéo de réalisation du badge du trophée pour le CTF, que donc le gagnant se verra remettre plus tard dans la nuit. Et donc il a été réalisé à l'Electrolab, et notamment avec la fonderie, ce que je voudrais vous montrer. Alors ça va être vachement pratique, j'ai dû éteindre mon écran. Ah, c'est pas la bonne. Alors, est-ce qu'elle a fini de télécharger? Ce serait bien. Allez, on la tente. Vous notez nos talents de graphiste. Donc on a commencé par imprimer la pièce en 3D et à la prêter pour qu'elle soit la plus lisse possible et pour qu'elle ne présente aucun défaut. Beaucoup de travail manuel en fait, hein. C'est de la fabrication numérique, mais il reste quand même pas mal de détails. Ensuite, pour faire de la fonderie qu'on appelle à PLA perdu, il faut fabriquer donc un moule autour de la pièce que l'on veut réaliser. En l'occurrence, on utilise du sable de fonderie qui devient extrêmement dur une fois qu'il est compressé. Donc là, vous voyez, on l'installe dans le moule et on le compacte manuellement, comme souvent. Bon, c'est un peu long. Faut savoir que donc le sable qui aura été au contact du métal sera bon acheté et on pourra récupérer uniquement le sable qui n'a pas été utilisé. Voilà, donc ça c'est le premier moulage. Ensuite on a besoin de matières premières et ça tombe bien, on en a. Donc ce badge est intégralement réalisé à partir de disques durs hors service et de robinets en laiton. La partie brillante en aluminium ici donc, va être fondue à une température de 900 degrés dans un petit four électrique qui a été intégralement fabriqué ici à Electrolab à partir d'une bouteille de gaz coupée en deux. Ça se voit encore un peu, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc on va avoir coulé cette première pièce directement dans le moule de la première partie qu'on a vue tout à l'heure.
En fait, la fonderie, c'est assez simple. Le problème, ça a été pour la deuxième partie qui était en laiton. On avait besoin de chauffer beaucoup plus, puisque les températures de fusion n'étaient pas les mêmes. Et donc pour ça, on a dû utiliser le four de fonderie version mazout, que vous allez voir juste après. Pour faire de la fonderie, il faut bien sûr des trous par lesquels on va injecter le métal et également un autre conduit par lequel la fumée va pouvoir s'échapper afin de ne pas faire des poches gazeuses qui vont abîmer le moule. Du coup, après, une fois la pièce démoulée, il va falloir couper tous ces morceaux qui ne sont pas nécessaires. Là, vous voyez la préparation donc, du deuxième morceau, celui qui est derrière ici. Et voilà le fameux four de fonderie. Donc cette version-là fonctionne au mazout. La version à huile faisant trop de fumée, les voisins ont commencé à se plaindre en fait. Puis ça sentait pas forcément terrible. Donc voilà les petits morceaux de robinet. La chaleur pâtissière est atteinte. Et vous remarquez que la fumée et les flammes qui sortent du four deviennent verts. Ça veut dire que le métal lui-même est encore un peu trop chaud et a commencé à brûler. On dirait pas comme ça, mais il y a de nombreuses précautions de sécurité qui ont été prises, hein, notamment en termes de protection de la personne et du sol. Vous voyez qu'on est sur une plaque de métal. En effet, si vous faites tomber du métal en fusion sur un morceau de béton, il va exploser. Donc il vaut mieux que ça tombe sur du métal qui va juste se déformer. Donc si vous venez le mardi soir à Electrolab, il est très possible que sur le parking, il y ait des flammes de 3 mètres de haut avec des gremlins en train de taper sur des disques durs. C'est normal, ça fait partie du lieu. Ça fait partie de la philosophie. Et donc, on laisse refroidir. Et on démoule. Alors on n'a pas utilisé toutes les super machines qu'on avait dans l'atelier mécanique pour pouvoir faire ce genre de choses. On a uniquement utilisé donc, la petite Charlie Robot, qui est une petite machine capable de découper le bois, de l'aluminium et du plastique. Et on l'a utilisé donc, pour graver l'arrière du badge avec les insignes NDH et le logo de l'Electrolab. Non, d'ailleurs je vous dis une bêtise, le logo de l'Electrolab était déjà dans la pièce de fonderie. Voilà, donc petite machine de gravure. Cette machine-là, on l'a récupérée dans les poubelles d'un lycée. La partie de commande électronique était complètement cramée et donc ils nous l'ont donnée. Et on a pu fabriquer une nouvelle électronique complètement open source pour l'adapter à nos besoins et qu'on puisse l'utiliser. Et enfin, un petit coup de peinture. Voilà.